Bonjour et bienvenue dans Le Garage, l'émission de tous les moteurs de Watch TV. Nous sommes ensemble pendant 1 heure et vous nous suivez sur les réseaux sociaux avec le compte Twitter @legaragewatch, le hashtag LeGarageTV. Vous nous retrouvez également sur iTunes pour les podcasts, les applications Windows 8 et Android. J'ai avec moi Driss. Bonjour Driss. Salut Alexandre. Comment ça va aujourd'hui? Ravi de te retrouver. Ça faisait longtemps. Hein. T'as bronzé, dis donc. Un petit peu. C'était, rappelle-nous, à Dubaï pour un essai dont on parlera prochainement. On parlera bientôt. Un scooter des mers, c'est ça? Exactement. Très bien. Alors en fin d'émission, tu nous parleras également d'engins à 3 roues qu'on avait abordé lors d'une émission spéciale sur Salon de la moto. On en avait parlé précédemment, le Spider RT, qui est donc une moto à 3 roues qui est accessible à tout le monde, et on va voir ça dans le détail tout à l'heure. Nous évoquerons également, si on attend, la manifestation nationale qui est prévue les 12 et 13 avril prochains à l'appel de l'association des usagers de la route, qui entend mobiliser contre la politique de sécurité routière du gouvernement jugée répressive. Contre, oui, le projet d'abaissement des limitations de vitesse sur le réseau secondaire. Donc il y a pas mal de voix qui s'élèvent contre ça, et une manifestation nationale le 12 avril. On va en parler tout à l'heure. Avec nous en plateau, nous avons le plaisir d'accueillir pour une fois 2 femmes avec qui on va parler d'une marque qui produit une petite voiture mais dont le succès ne cesse de grandir. J'ai nommé Smart. Séverine Berthoud, bonjour. Bonjour. Alors Séverine, vous êtes responsable de la communication de Mercedes-Benz France. C'est ça. Et Smart appartenant à Mercedes, donc de Smart également. On peut parler d'un succès pour Smart ? Bien sûr, on peut parler d'un succès pour Smart, puisqu'en l'espace de 15 ans, une petite marque qui est née, je dirais, de l'imagination des ingénieurs de Mercedes a trouvé sa place non seulement en Europe, mais a réussi à développer ses ventes de plus en plus dans le monde. Aujourd'hui, la marque est présente dans 46 pays et nous avons fêté l'année dernière la production de la 1,5 millionième Smart produite en France à Ambar. Alors également avec nous Aline Sirod, vous êtes également chez Mercedes pour Smart, vous êtes responsable du marketing opérationnel de Smart, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors si on vous a également invité, c'est pour nous parler d'événements qui tournent autour de la marque Smart, notamment les Smart Battle. En un mot, c'est quoi l'idée? Alors Smart Battle, il faut le voir non pas comme un combat, mais plutôt comme une confrontation positive, des idées qui changent la ville, des points de vue. Donc la ville étant dans l'ADN de Smart, on a eu envie de construire une opération qui permette à des artistes, des urbanistes, des étudiants de venir présenter leurs projets et leurs idées qui changent la ville. On va parler de tout ça, on va se retrouver dans une poignée de secondes. On va commencer par Smart, voilà, à tout de suite. C'est parti. Alors, Séverine, Smart, on rappelle ce que c'est déjà le nom. Smart, c'est un nom composé. Smart. C'est un nom composé. Alors le S, c'est le S de Swatch, puisque à l'initiative de la création de la marque, on retrouve Nicolas Hayek, qui était le créateur des montres Swatch. Le M de Mercedes, puisque du coup la production de la voiture est née de l'association de Nicolas Hayek et de Mercedes, et art pour art de ville, puisque la voiture est vraiment le véhicule urbain par excellence. Alors, la marque n'est pas née Smart, elle est née MCC, elle a changé de nom après. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur la genèse de cette marque? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde connaît Smart, mais ce qu'on sait moins, c'est que ce n'est pas une idée qui date de son lancement, c'est une idée qui date du début des années 70 chez Mercedes. Exactement. En fait, dès le début des années 70, les ingénieurs de Mercedes avaient imaginé une petite voiture urbaine, ce qui n'était pas du tout le cas forcément à l'époque de ce qui se faisait sur le marché. L'idée était déjà de prévoir l'évolution des villes, de plus en plus engorgées, l'augmentation du prix également du carburant. Donc dès le début des années 70, les ingénieurs de Mercedes avaient imaginé une petite voiture, et c'est un projet qui est resté un petit moment dans les cartons. Et puis l'idée a continué à faire son chemin, et rapidement, avec les chocs pétroliers, l'idée s'est imposée que cette voiture devait être électrique. Donc dès le départ, en fait, c'était une voiture qui était imaginée pour être électrique. Alors ce qui est amusant, c'est qu'elle est née électrique finalement bien plus tard, oui. Mais ça on va y revenir. Oui. Il y a aussi un petit détail que les gens savent peu, c'est que la Smart n'était pas forcément vouée à exister chez Mercedes, puisqu'au départ c'est un autre constructeur allemand qui s'y était intéressé, en l'occurrence Volkswagen, puis qui a abandonné le projet. Et donc à ce moment-là, Nicolas Hayek
a cherché d'autres partenaires et s'est tourné vers Mercedes. Exactement. En fait, ça a vraiment été la rencontre de deux idées qui naissaient, je dirais, en parallèle, puisqu'effectivement, l'idée d'une petite citadine, comme je le disais à l'instant, existait déjà chez Mercedes. Et Nicolas Hayek avait pour envie de construire son véhicule, qui serait là aussi un petit modèle urbain, économique et vraiment extrêmement raisonnable en termes de carburant, idéalement électrique, pour justement minimiser l'impact sur l'environnement. Alors lui, ce qui est amusant, c'est qu'il a construit, il a eu l'idée de cette voiture comme des montres Swatch dont il présidait le destin à l'époque. Et donc l'idée c'était quoi? C'était faire des voitures différentes, colorées, presque interchangeables, j'ai envie de dire. C'était ça? C'était exactement ça. D'ailleurs, c'est cette notion d'interchangeabilité, excusez-moi, est importante, puisque si on ne pouvait pas forcément échanger les voitures, en revanche, dès le départ, on avait la possibilité d'échanger les panneaux de carrosserie. C'est-à-dire que vous aviez une Smart rouge et vous aviez envie de la passer en bleu. Pas besoin de passer chez un carrossier pour repeindre intégralement la carrosserie. Vous avez la possibilité, encore aujourd'hui, d'échanger les panneaux de carrosserie en l'espace de quelques heures. Est-ce que beaucoup de clients le font, ça? Parce que on voit rarement des Smart changer de couleur quand on en a dans son quartier. Est-ce que c'est une chose que certains font Non, dans les faits, je pense que le changement de couleur, c'est quelque chose qui ne se réalise pas énormément. En revanche, c'est un côté extrêmement pratique au niveau de la réparation et c'est peu coûteux, puisqu'à partir du moment où vous éraflez par exemple une aile en ville, plutôt que de devoir refaire toute la carrosserie, il vous suffit d'échanger le panneau qui a été abîmé. Donc c'est du coup peu coûteux pour le client. Alors la première Smart, on va dire, a été conçue début des années 90, entre 96 et 97. Assez rapidement, c'est d'ailleurs l'initiateur du projet, Nicolas Hayek, s'est retiré parce que les investissements étaient sans doute plus conséquents que ce qu'il imaginait. Mercedes a pris la totalité du projet à sa charge, c'est ça. Exactement. Et la première Smart est sortie en octobre 98, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Après, elle aurait dû sortir plus tôt, mais elle a eu un début un peu difficile. On peut rappeler peut-être que des images de l'époque, on se souvient du test de l'élan où la voiture s'était retournée. Et finalement, tout ça, ça a été oublié. La voiture a été repensée aujourd'hui, c'est fini tout ça. Tout ça, ça a été oublié. Disons que suite à cet épisode, on a vraiment travaillé chez Mercedes pour apporter le maximum de sécurité pour qu'il n'y ait aucun doute possible par rapport à la sécurité sur le véhicule. Ce qui veut dire que dès 98, la voiture était équipée de série d'un correcteur de stabilité, c'est-à-dire l'ancêtre de l'ESP. C'est effectivement comme ça que, on va dire, l'ESP est arrivé et s'est démocratisé. C'est assez amusant parce que c'est sur une petite voiture alors que c'est aujourd'hui un équipement qu'on trouvait encore en option sur des voitures plus grosses après. Ouais, d'habitude on commence par le haut. Les options comme ça sont sur les modèles haut de gamme et ensuite on descend sur les petits véhicules. Voilà, donc octobre 98, c'est la City Coupé, c'est ça? Exactement. On peut rappeler ce que c'était que cette voiture à l'époque. Elle a changé depuis, mais à l'époque l'idée c'était quoi? Voilà, 2,50 m. 2,50 m, un maximum d'habitabilité et surtout prendre le moins de place possible à l'extérieur. D'ailleurs, si on se souvient du slogan de l'époque, c'était Reduce to the max. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir dans un encombrement le plus réduit possible, le plus d'espace à l'intérieur. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans une voiture aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin de 4 places. Déjà à l'époque, les études disaient qu'en moyenne, on avait 1,2 personnes dans les voitures qui conduisent en ville, donc pas forcément besoin de plus de place. Et surtout, 90% du temps, les voitures sont à l'arrêt et donc les places de parking se faisant rares, l'idée était d'avoir un véhicule qui pourrait occuper le moins de place possible et se garer très facilement. Alors, les 2 places, c'est bien. Peut-être que comment ça se passe? D'ailleurs, c'est une question qui me vient à l'esprit, mais il y a eu on a parlé la semaine dernière les restrictions de circulation. Les voitures qui n'avaient pas le bon numéro, mais avec 3 occupants pouvaient circuler. Mais la Smart, comment ça se passait? ça marchait quand même avec 2 places ou il y avait une tolérance? Vous savez quelque chose là-dessus? Non, je pense qu'on devait se plier à la restriction sur les plaques d'immatriculation. Il fallait mettre un bébé dans le coffre. C'est sympa. Au niveau de la sécurité, alors Smart, la voiture étant petite, les gens ont pu se poser la question des résistances au choc et Smart a apporté une solution à ça tout de suite, qu'on a appelé la cellule de sécurité Tridion. On peut dire un petit peu ce que c'est que ça? Oui, bien sûr. Donc la cellule qu'on appelle Tridion chez nous, c'est une cellule passager en acier extrêmement résistant. Donc c'est une pièce qui est faite justement en une seule pièce et qui est en acier
acier quasi indéformable, c'est-à-dire qu'en cas de choc, ça protège les occupants de la voiture, un peu comme une coquille de noix, et donc en cas d'accident, il n'y a absolument aucun problème. Et vous avez également des zones de déformation qui sont prévues évidemment à l'avant et à l'arrière pour absorber les chocs. C'est ce qu'on voit en fait, on la voit de l'extérieur, hein, cette cellule. Tout à fait. C'est l'arceau qui est, oui, on peut appeler ça comme ça, qui est d'une couleur différente tout autour de la voiture. On peut le voir sur les images quand on regarde la voiture de profil. Et alors, le Smart est né, donc, on l'a dit, avec une idée également au départ qui était le respect de l'environnement. Exactement. La taille, le poids, bien sûr, les consommations, et l'idée de la voiture électrique. Alors, comment est-ce que d'une idée d'une voiture électrique, on finit finalement par faire une voiture thermique pour finalement produire l'électrique beaucoup plus tard dans la vie de la voiture? Pourquoi aussi tard? Alors, au moment où la Smart a été commercialisée, les technologies en matière de véhicules électriques n'étaient pas encore, selon les critères de Daimler, suffisants pour pouvoir produire des véhicules qui auraient une autonomie suffisante. Donc on a décidé dans un premier temps de mettre un petit peu de côté la technologie électrique et de se concentrer sur des moteurs thermiques, mais qui, comme vous l'avez dit, sont extrêmement peu gourmands en consommation de carburant. Je vous parlais tout à l'heure des body panels qui sont interchangeables. Ce sont des body panels qui sont faits en matière, des panneaux de carrosserie en matière plastique. Tout est fait pour essayer d'alléger au maximum le poids de la voiture pour minimiser les consommations de carburant. Il y avait un problème aussi à l'électrique à l'époque, qu'il faut rappeler, c'est la taille des batteries et le poids. Effectivement. Il y a eu une grosse évolution au niveau des batteries dans la miniaturisation, ce qui fait que c'est vrai que pour une berline, à la rigueur, on peut occuper le coffre, mais sur une Smart, avoir une grosse batterie, c'était un peu plus compliqué quand même. Tout à fait. L'autonomie, les problèmes d'effet de mémoire aussi qu'on n'a plus aujourd'hui. Et il y a également un point important pour dire que la voiture était née électrique avant même de le devenir, c'est qu'entre la version thermique et la version électrique, il n'y a rigoureusement aucun changement, c'est-à-dire que le moteur thermique est remplacé par un moteur qui fonctionne à l'électrique, la batterie est positionnée sous la carrosserie à l'endroit où est normalement le réservoir de carburant, mais il n'y a pas d'autre modification. Donc dès le départ, l'architecture de la voiture avait été conçue pour rendre cette technologie possible. Alors, toi, Driss, tu l'as essayé d'ailleurs, cette Smart électrique? Oui, j'ai essayé la version électrique il y a quelques mois. Et alors... Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Voilà. Dire la première chose, on dit toujours la même chose quand on essaye un véhicule électrique. Ce qui choque, c'est que il ne se passe rien quand on met le contact. On n'a pas les vibrations habituelles, et puis on n'entend rien surtout. Donc on se demande si le véhicule est bel et bien allumé, jusqu'à ce qu'on enclenche donc la voiture, qu'on mette la voiture en branle. Et là, ce qu'il y a d'agréable, c'est toujours ce couple qui est disponible en permanence. C'est vraiment confortable à conduire. En gros, on s'en rend pas plus vraiment compte. Au bout d'un moment, on s'y habitue très très vite. Moi, je suis stressé de nature, donc c'est vrai que ça me fait un peu peur de partir en 100% électrique. Donc, dans un usage 100% urbain, surtout dans une grande ville comme Paris, où maintenant on a des bornes un peu partout, c'est un peu moins compliqué. Mais c'est vrai que c'est rigolo, parce que c'était la première fois que j'étais sur une voiture comme ça 100% électrique. Je me disais, et si je manque d'électricité, qu'est-ce que je fais? J'allume pas les phares, j'utilise pas les vitres électriques, etc. Sinon, en termes d'agrément de conduite... Tu parlais du couple, 130 Nm. Tout le monde ne se représente pas forcément ce que c'est, mais c'est le couple d'une voiture compacte essence classique à peu près. On est autour de ça. Tout à fait. Ouais. Et on n'a vraiment pas à se soucier, tout ce qui est relatif à la puissance, on n'a pas à s'en soucier, parce qu'on peut s'insérer dans le flux de circulation, donc les reprises sont là, l'accélération est là, c'est amplement suffisant pour un usage urbain, surtout de nos jours avec toutes ces limitations de vitesse. Donc c'est vraiment très agréable. Accessoirement, si je puis dire, il y a aussi l'aspect environnemental. On n'a plus à faire la queue aux stations-service pour le moment, donc ça c'est pas mal. Et donc on a la prise qui est dans le coffre, qui est avec également une rallonge, si je ne m'abuse. Donc voilà, très positif. La voiture, on avait également une version Brabus qui était très jolie. Qu'est-ce qu'elle a de différent en dehors du kit carrosserie, cette Brabus? Elle a une motorisation qui est un petit peu puissante, un peu plus puissante. Alors ça se joue à 6 chevaux, donc c'est relativement on passe de faible. 40
48 à 54, c'est ça à peu près, 55 chevaux ou c'est Non, on passe de 75 à 81 chevaux. Alors moi je parlais de l'électrique, il me semblait qu'elle était à 48 chevaux la version électrique. C'est une erreur de ma part. Donc on est à 75 chevaux sur la Brabus. D'accord. 81 chevaux. Ouais. 81 chevaux. On garde la même autonomie, comment ça se passe, ou est-ce qu'elle est un petit peu réduite Non, l'autonomie est la même. Après, tout dépend si vous avez envie de conduire de façon un petit peu plus sportive. Là, effectivement, ça jouera sur l'autonomie de la batterie, bien évidemment. Autre chose sur l'électrique, l'autonomie justement. Alors toi, l'autonomie, tu avais des doutes au départ, tu savais pas trop, t'as crevé de chaud dans la voiture, t'as pas mis la clim. Je suis à moto, c'est pas que j'ai des doutes. Moi, je suis à moto, c'est vrai que je suis un stressé de nature, on va dire. Dès que je vois le voyant de réserve à 170 km, je vais mettre de l'essence. Donc ça a juste été une réflexion durant l'essai où je me disais pour quelqu'un qui est stressé comme toi, je suis déjà sur la réserve. Voilà, donc j'avais toujours un œil sur la jauge. Là, en l'occurrence, lors du test, il y a absolument eu aucun souci. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est aussi que dans un usage urbain, on l'a dit tout à l'heure, on roule environ moins de 50 km par jour. Donc là, en l'occurrence, il n'y a pas de problème à se poser. A priori, si tu recharges ta voiture le matin et en fonction de là où tu t'arrêtes, tu peux également la mettre à charger également. Donc, c'est pas vraiment un problème. Après, si tu as envie de faire un Paris-Marseille, là, je pense qu'il faudra que tu envisages un autre véhicule, mais c'est pas du tout ce à quoi elle se destine. Donc, globalement, moi, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a plu. Il y a le facteur prix quand même, parce que ça reste un budget, même si il n'y a pas l'essence derrière, etc. Mais je me souviens plus du prix de vente. Alors, on est sur l'électrique à un prix d'appel à 19 500 € à peu près, qui est le prix sans les batteries. Alors, comment on fait d'ailleurs si on achète sans batterie? On les loue? C'est plus cher, tiens, c'est... Alors en fait, on a deux possibilités, c'est-à-dire soit on achète intégralement le véhicule et là effectivement on a un prix d'attaque qui est à 22 400 €, duquel vous pouvez déduire donc le bonus gouvernemental qui est proposé, puisqu'on a quand même encore la chance en France d'avoir un bonus qui est de maximum 6 300 €. Voilà. Donc on descend autour de 15 000 €. Exactement. C'est ça? Et donc en fait vous avez également la possibilité d'acheter le véhicule mais pas la batterie, et en fait de louer la batterie. Donc ça coûte 65 € par mois et ça vous permet en fait pendant toute la durée de votre contrat de location d'avoir une batterie qui est qui est garantie voilà pour tout l'entretien et toute la garantie en cas de problème. Parce qu'il faut rappeler que les batteries s'usent. Ça, les gens ont un peu tendance, quand on voit les smartphones ou autres, on se dit tiens, au bout d'un an, il tient beaucoup moins longtemps. Donc c'est vrai qu'il y a une usure, c'est un facteur à prendre en compte au niveau de sa batterie. Donc après c'est un arbitrage à faire. Est-ce que j'achète la voiture et je ne loue pas la batterie, ou est-ce que je décide de payer cet abonnement mensuel et puis d'avoir tous les services derrière? Ce qui vous permet d'avoir une vraie sécurité en fait, puisque du coup tout le temps que vous possédez votre voiture, on vous s'engage à vous fournir une batterie qui soit en parfait état de fonctionnement. Et si on choisit la formule avec batterie, la batterie garantie combien d'années? Avec la batterie 2 ans, comme le reste de la voiture. D'accord. Alors, donc Smart a lancé sa version électrique. Smart a innové sur beaucoup de choses, on l'a dit, la taille, la compacité, mais également les circuits de distribution au départ. L'idée, c'était de sortir de l'image de la concession à la papa. On peut rappeler ça? Oui, c'est-à-dire initialement, l'idée était de vendre Smart pas comme un produit automobile, mais plus vraiment comme un concept de mobilité. Ce que c'est encore aujourd'hui d'ailleurs, mais c'est vrai qu'on a érigé des tours que l'on peut encore apercevoir dans certaines villes en France d'ailleurs, les Smart Centers. Donc des tours avec... tours de verre, exactement, avec des voitures empilées les unes sur les autres. Et effectivement, on n'était pas du tout dans l'esprit de vendre une voiture. Bon, il se trouve que rapidement, les gens ayant quand même besoin d'acheter une Smart, c'est mieux quand même. Aussi pour se déplacer et comme un véhicule, voilà, ça, on a très vite intégré également la vente de Smart dans le réseau Mercedes. Donc aujourd'hui, la quasi-totalité du réseau Mercedes propose également des Smart à la vente. Alors il y a une chose qui était intéressante, mais que nous, on n'a pas connue en France, c'est l'idée de la vente par Internet. En France, ça n'a pas été possible pour des raisons légales, mais c'est quelque chose qui a été développé par Smart.
Au niveau de la vente de voitures, au lancement, l'idée c'était de pouvoir la vendre par Internet. Et puis il y a eu ces contraintes où, alors en France, je crois que c'est possible, mais il faut finaliser l'achat chez un concessionnaire. Voilà, il y a toujours cette démarche, mais il y avait cette idée déjà de praticité même jusque dans l'acte d'achat. Effectivement, c'était vraiment de rendre la chose la plus facile possible pour le client, et ce qui montre qu'en 98 on était déjà extrêmement en avance par rapport à aujourd'hui et par rapport à ce qui se faisait à l'époque sur le marché automobile. Alors la marque s'est développée également à l'international. En 2000, elle est arrivée avec le volant de l'autre côté pour la Grande-Bretagne, et puis elle a conquis l'Europe. Mais alors plus étonnant, elle s'est également installée aux États-Unis. Tout à fait. C'est quoi? C'est dans la mouvance des Mini, des Fiat 500. Elle est arrivée quand aux États-Unis, la Smart? La voiture a été lancée en 2008 aux États-Unis. Alors il y a eu une présentation du véhicule dès 2007. Et pour la petite anecdote, il y a une Smart Fortwo qui a été exposée au MoMA à New York dès 2002. Donc ce qui montre qu'il y avait déjà un intérêt. La voiture était déjà présentée là-bas. Le musée d'art moderne de New York. Et c'est vrai qu'il y avait... le marché des États-Unis a effectivement bien évolué avec l'arrivée de petites voitures là-bas, comme vous l'avez dit. Et donc il y avait de la demande. Et donc c'est pour la raison pour laquelle on a décidé d'importer Smart également aux États-Unis. Je me rappelle d'une anecdote, moi, excuse-moi de t'interrompre. Je ne sais pas si vous vous souvenez du choc, si on peut dire choc pétrolier qu'il y a eu il y a quelques années, notamment aux États-Unis, où il y a eu un boom des prix à la pompe. Et là, moi qui étais sur place, les gens commençaient à regarder au départ. Bon, c'est vrai que c'est le royaume de la voiture gigantesque aux États-Unis. Et là, il y a eu un intérêt soudain. Donc je parle, c'est dans mon petit microcosme, mais c'était assez amusant de voir que, tiens, ce genre de véhicule que vous utilisez en Europe, aujourd'hui, avec ce que nous coûte l'essence, ça devient intéressant. Bon, depuis, le prix de l'essence a rebaissé, mais c'était vraiment, il y a eu un gros intérêt auprès des gens sur ce type de véhicule. Tout à fait. Alors les États-Unis et le marché chinois également, on a l'impression que plus personne ne peut s'en passer aujourd'hui. Écoutez, tous les pays où nous installons Smart sont immédiatement conquis, parce qu'effectivement la Chine a été lancée, la voiture a été lancée en Chine courant 2009, et en l'espace de quelques années, la Chine est déjà devenue, on va dire, le 3e pays au monde en termes de vente de Smart. C'est un véhicule qui connaît un énorme succès, justement par son positionnement branché, qui plaît énormément au marché chinois. Et enfin, la Russie. Et la Russie. La Russie, elle démarre comment en Russie? C'est tout récent, hein, c'est fin 2012, c'est ça? Exactement. Pour le moment, je crois que le nombre de centres de distribution est encore assez limité, essentiellement concentré dans les grandes villes, mais là encore, le démarrage des ventes se fait de façon extrêmement positive. Ça va leur faire du bien, notamment à Moscou. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les embouteillages de Moscou. C'est à Paris, Marseille et j'en passe. On est des petits joueurs à côté. C'est impressionnant. Alors de la Smart, on connaît la Fortwo, la première version, donc on l'a dit, qui est née en 98. Elle a évolué, cette voiture, puisqu'elle a grandi. Elle a grandi dans sa vie. Elle est passée de 2,50 m, elle a pris presque 20 cm, 2,69 m. Ça n'a pas nui à son développement. Pourquoi est-ce qu'il a fallu l'agrandir? C'était une demande des clients de la faire un petit peu plus grande, ou c'était une volonté de la changer? Alors, ça a notamment coïncidé avec justement l'introduction du véhicule sur le marché américain. Et donc, ça permettait d'avoir un véhicule déjà qui permettait de passer les crash tests américains qui sont très, je dirais, qui sont drastiques, avec notamment un crash test à 80 km/h par l'arrière qui est assez redoutable. Et puis ça permettait aussi d'offrir à la voiture une meilleure assise sur la route, et puis un habitacle encore un peu plus généreux. Alors elle a connu des déclinaisons, il y a eu même des modèles. Il y a eu une Smart Roadster, il y a également une Smart 4x4 à 4 places, on va en reparler, qui ont été abandonnés finalement assez rapidement. Oui. C'est des véhicules qui sont arrivés trop tôt, qui ne trouvaient pas leur public. Qu'est-ce que vous disaient les clients, ou plutôt quel était on va dire j'imagine que les gens sont venus la voir, l'essayer, finalement se sont rétractés. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que c'est des véhicules qui étaient a priori plutôt bien dans leur époque. Je me souviens, le petit Roadster était plutôt mignon. Qu'est-ce qui manquait à ces voitures pour prendre à l'époque, d'après vous?
Alors déjà justement effectivement le Roadster était un gros succès en France et c'est vrai qu'il faut regarder les performances au niveau mondial. C'est vrai que c'est un véhicule qui a trouvé vraiment son public en France, peut-être un petit peu moins dans certains autres pays. Et quant à la 4-4, c'est vrai qu'on est arrivé sur un marché extrêmement concurrentiel, les 4 places citadines, puisque c'est vrai que jusqu'à présent la Smart Fortwo était on va dire un véhicule sans concurrence. Il se trouve que ça a été un moment où la décision de groupe a été de se dire voilà, on doit se recentrer sur ce qui nous permet aujourd'hui de rendre la marque Smart rentable. Donc la décision a été prise d'arrêter ces produits au bout de 2 ans. En revanche, nos clients étaient extrêmement satisfaits et on n'a jamais eu de retour, je dirais, négatif en France sur nos produits. Même une certaine frustration. Moi, je me souviens avoir vécu le mondial 2006. On venait d'arrêter la 4-4 et les gens étaient extrêmement déçus sur le stand. Oui. Je vais me tourner vers la femme de marketing. On a parlé de la France et il y a une chose qui est peut-être qui tient peut-être à cœur aux Français, c'est que la Smart est fabriquée en Moselle. Est-ce que c'est quelque chose d'important dans le discours commercial en France de pouvoir dire cette voiture est fabriquée en France? C'est quelque chose dont on parle beaucoup aujourd'hui, le Made in France. Est-ce que ça compte? Oui, on en parle, bien évidemment. Le contexte économique, tout le monde y est sensible. Donc c'est important pour la France, pour les Français, de savoir que Smart participe à l'économie du pays. Donc oui, il y a plus de 100 000 Smart qui sont sortis de l'usine en 2013. Donc c'est quand même un volume important. Donc oui, on communique dessus. Ce qui est intéressant, moi je l'ai découvert en préparant l'émission, c'est que c'est une production qui est réalisée pour le monde entier. Oui. Toutes les Smart commercialisées dans le monde sont produites en France. Tout à fait. Combien par an sont fabriqués dans cette usine française? En 2013, on a dépassé les 100 000 unités. 100 000 unités, donc pour, comme dit Driss, diffusées dans le monde entier. Elle se vend où la Smart? Enfin, je veux dire... On imagine qu'elle se vend en ville, mais est-ce qu'elle se vend aussi un peu dans les campagnes ou c'est vraiment un véhicule urbain, 100% urbain? Elle se vend un peu dans les campagnes, mais c'est quand même effectivement plutôt des ventes qui se font en ville. C'est vraiment un véhicule urbain. Alors, Smart et la ville, c'est la transition est toute trouvée, n'est-ce pas? Ouais, c'est facile. Vous avez imaginé une série d'événements dont le premier s'est décliné l'année dernière sous la forme d'une soirée qui sont les Smart Battles. Donc on a évoqué ça en début d'émission. Quelle est l'idée qui a fait naître ces battles et en quoi ça consiste exactement? Alors, l'idée de départ, on s'est inspiré du battle dans le milieu du breakdance, donc de la danse, puisque c'est une pratique assez courante dans ce milieu-là. Et justement, même s'il y a des compétitions qui sont faites autour du breakdance, c'est leur manière de danser, donc l'un en face de l'autre ou en groupe, mais c'est plutôt une confrontation vraiment positive et pousser l'autre à aller encore plus loin. Donc, c'est le côté artistique, performance. Voilà. Et alors, comment ça se passe? Des équipes qui... Alors là, on a des images de la première qui était... donc là, on était sur une thématique plus musicale que danse. Musicale, c'était l'occasion d'une soirée, c'est ça? Et il y avait des groupes qui s'affrontaient? Oui, enfin qui s'affrontaient, oui, qui jouaient ensemble, qui jouaient l'un après l'autre. Et il y avait une belle animation sur scène et dans la salle. Je pense que ça a beaucoup plu. On en a entendu parler pendant assez longtemps. Et on nous demande d'ailleurs quand est-ce qu'aura lieu la prochaine soirée Smart Battle. Eh bien, d'où ma question. Vous faites évoluer le concept? Oui. Alors, ça consiste en quoi aujourd'hui? Les prochaines Smart Battle consistent en quoi? Alors, Smart Battle, au-delà d'une soirée, maintenant, c'est un très gros dispositif événementiel sous la forme d'une exposition de la ville. Donc on va parler de la ville, de son évolution, de son histoire. Donc on se positionne dans le passé, dans le présent et également dans le futur. On va voyager à travers le monde pour visiter les grandes villes des différents pays. Et on en parlait tout à l'heure, Smart s'implante dans de plus en plus de pays puisque cette problématique de se garer en ville devient totalement internationale. Donc voilà, donc l'exposition parle de la ville et on a eu
beaucoup de réponses favorables d'artistes, d'architectes qui ont souhaité participer au projet. Donc ça, c'était très agréable. Et donc, il y a différents projets sous forme de maquettes, de films, de montage photo, de 3D, qui présentent des idées qui changent la ville, qui racontent les évolutions au fur et à mesure du temps. Donc, il y a l'angle artistique qui est important pour Smart. On l'a dit tout à l'heure, il y a le mot art dans Smart, c'est pas par hasard. C'est quelque chose qui est conservé? C'est quelque chose qui est conservé. Le design de Smart est assez unique en son genre. Donc, c'est une valeur qui est importante pour la marque et qu'on intègre évidemment dans le projet Smart. Alors, on voit à l'image une Smart relookée. Alors, j'ai oublié le nom de cet artiste, mais voilà, c'est une voiture qui a toujours inspiré les artistes. Et alors autour de ces événements Smart et la ville, il y a une série d'artistes qui vont présenter des performances avec laquelle Smart s'est associé, c'est ça? Oui, on a développé une web-série qui s'appelle Art de Ville. La première saison, on a tourné en fait 3 épisodes. Donc un épisode avec Mademoiselle Maurice. Voilà, qu'on va voir là, si on peut lancer l'image. Voilà, c'est elle. C'est d'origami, tout à fait. D'origami, mais urbain. On va voir que ce sont des pliages qui ensuite sont... Elle réalise des fresques éphémères, parce qu'elle est très éco-responsable. Donc elle a envie de donner de la joie, de la couleur dans la ville, et c'est aussi une mission que nous avons chez Smart. Donc le premier épisode lui était consacré. Et alors, donc, il y a eu d'autres artistes sur des angles ou des matières d'expression très différentes. Il y a un artiste photo également. Oui, Tim Marsh. Alors, lui réalise du light painting et plus particulièrement, il aime filmer et prendre en photo des artistes en mouvement. Donc, des skateurs, des breakdancers encore. Voilà. Et donc, c'est le 2e épisode d'Art de Ville et il sera présent pendant toute l'opération 1618 et il fera des animations de light painting avec tous les visiteurs qui le souhaitent. Et alors, un 3e artiste de rue qui, lui, s'amuse à peindre le mobilier urbain, c'est ça? Oui, les potelets anti-stationnement principalement. Donc, c'est Cyclope. Lui aussi, il a envie de rajouter de la gaieté, de la couleur dans la ville. Tout ça dans le respect du mobilier urbain. Et il y a des images, je pense, qui vont arriver derrière. Oui, ce qu'on voit, c'est effectivement l'artiste light painting, mais on peut quand même continuer à parler de ce 3e artiste. Ils sont bien acceptés dans la ville, ces artistes, généralement. On sait que le public apprécie plutôt ce genre de détournement, là on le voit, mais est-ce que les municipalités adhèrent au concept ? Alors, Cyclope, puisque c'est lui qu'on voit à l'image, il est en relation avec les mairies. Il a même des projets éducatifs avec des écoles, des centres d'éducation, etc. Donc, il travaille vraiment en collaboration, en tout cas dans une bonne entente avec les municipalités. Et encore une fois, il travaille intelligemment puisque c'est de la décoration très ciblée. Donc, il ne travaille pas n'importe où. Il ne détourne pas des panneaux de signalisation qui sont importants pour la sécurité. Enfin, il est très respectueux de tout ça. Mmh. On voit, c'est effectivement, on est loin de la dégradation. Hein. Voilà. Driss ? Oui, on est loin du tag. Moi, c'est ce à quoi ça m'a fait penser. Il peut y avoir de beaux tags, mais en général, mais bon, c'est pas toujours le cas. Ce que je veux dire par là, on a l'image du tagger qui fait son graphe et puis qui se sauve dès que les autorités arrivent. Oui, c'est ça. Non, moi, je trouve ça sympa. J'aime bien le côté coloré des œuvres. Alors bon, il y a cet angle artistique, il y a cette idée de se projeter dans la ville du futur, mais j'imagine qu'il y a aussi une idée de rencontrer les clients. Qu'est-ce que vous proposez aux gens qui viennent vous voir au-delà de ces expositions itinérantes ? Alors, on leur propose de vivre des expériences Smart réellement avec les produits. Donc, on a une installation avec des e-bikes et des simulateurs qui leur permettent d'essayer les e-bikes. Alors, l'e-bike, voilà, c'est un vélo fabriqué par Smart, hein, on le voit à l'image. Donc, c'est un produit qui est au catalogue Smart. Oui. Et alors, donc, on peut les essayer, c'est ça ? On peut les essayer. Donc, avec ce simulateur, ça permet de faire des courses, des étapes du Tour de France. Donc, c'est assez sympa et toujours avec cette notion de battle, puisqu'il y a 2 appareils qui sont connectés. À l'extérieur, il y a un centre d'essai, donc on peut essayer en réel des vélos à l'extérieur, donc sans simulateur. Et puis, on a des Smart également avec des jeux vidéo à l'intérieur, où là, on peut prendre le volant de Smart sur des circuits.
Ouais, vous avez des PlayStation, je crois. Hein, c'est des Xbox. Ce sont des Xbox. Bon, j'avais une chance sur deux, de toute manière. Donc voilà, et puis on peut jouer. On a la voiture qui est en situation sur un circuit. Voilà, et là c'est pareil, il y a 2 véhicules qui sont connectés en mode battle. Et à l'extérieur, vous avez 7 véhicules électriques, dont la fameuse Brabus électrique, qui sont à l'essai dans le cadre du parcours de mobilité propre qui a été préparé avec la mairie du 3e et le partenaire 1.618. Je crois que vous avez le parvis à disposition d'ailleurs, hein, si je on est devant on est sur le parvis de la mairie du 3e, tout à fait, à côté du carreau du Temple. Carreau du Temple qui vient d'être complètement refait et qui réouvre au public à l'occasion de cet événement, qui est un endroit vraiment magnifique. Alors vous avez évoqué 1.618, on peut rapidement dire ce que c'est, parce que tout le monde ne connaît pas. Tout le monde, oui. Ouais. 1.618, donc c'est le nombre d'or. Le nombre d'or, ouais. Voilà, donc c'est l'harmonie universelle, donc c'est un chiffre qu'on retrouve dans la nature, hein, la forme des coquillages est basée sur ce chiffre, qu'on retrouve dans l'art, dans la musique, également dans l'économie. Et le principe de 1.618, c'est de présenter des projets qui lient le développement durable et le luxe. Donc c'est pas du tout incompatible, bien au contraire, et ça favorise la créativité. Donc on est tout à fait en phase chez Smart avec ce positionnement-là. Donc voilà, le côté luxe et développement durable, c'est quelque chose qui vous convient bien. Tout à fait. On n'a pas précisé où est-ce que ça se passait tout ça. Enfin si, on vient d'en parler. À Paris. Et alors il y a une date qui est prévue à Lyon également. Tout à fait. Ouais. Donc là on sera en partenariat avec un autre événement qui s'appelle Nuit Sonore. Donc c'est un festival de musique électro, festival très urbain qui est implanté depuis plusieurs années à Lyon. Et ce sera du 28 mai au 1er juin. Et on va retrouver ce dispositif d'exposition avec ces corners, tout ça. Oui. Ouais. Donc on a 90%, on va dire, du dispositif qui sera identique avec des spécificités puisque l'opération s'appelle Smart Battle. Donc on a pour chaque événement un battle qui est spécifique, unique. Donc par exemple sur 1.618, on a invité des étudiants de l'École nationale supérieure des arts décoratifs. Il y a 2 groupes qui vont s'alterner pendant toute la période de l'événement. Donc ils vont agir en direct. Donc ça c'est très intéressant parce que les personnes pourront discuter avec eux, échanger sur leurs idées. Ils travaillent sur la thématique du panneau de signalisation, enfin de la signalisation en général dans les villes du futur. Voilà, donc il y a 2 projets qui seront présentés. Et à Nuit Sonore, il y aura un battle qui sera dédié et on est encore en train de travailler dessus. Alors, donc là, on était ancré dans l'événement présent. Smart, évidemment, réfléchit à son avenir, à ses nouveaux produits. Alors là, je me retourne vers Séverine. Renault et Mercedes se sont associés il y a de ça quelques temps avec cette idée d'échanger, de faire un partenariat technique. Renault étant plus spécialiste des petites voitures, est née l'idée d'une plateforme qui servirait à la fois à la Twingo et à Smart. Tout à fait. Donc à la fin de l'année, nous aurons un double lancement pour Smart puisque nous allons à la fois renouveler notre Fortwo et également relancer une Smart 4x4. La fameuse 4x4. Exactement, en partenariat avec Renault. Alors la Renault, donc on la connaît déjà puisque c'est la Twingo qui a été montrée à Genève cette année. Voilà, on l'a à l'image. Hein. Là, bon, on va pas demander de dévoiler de secret. Il y a des premières images qui ont filtré de chez vous justement sur cette 4x4, sur la forme d'un mulet qu'on va voir ensuite. Alors vous allez voir, c'est un véhicule un petit peu zébré, donc voilà, ça, on le voit. C'est pas la peinture définitive, hein, je rassure les éventuels clients potentiels. C'est une manière de déguiser les voitures. On explique pourquoi un petit peu. Ça évite qu'on devine les formes. Exactement, hein, voilà. Ça masque les formes. Mais donc la bonne nouvelle pour ceux qui attendaient ça, c'est que Smart revient avec une 4 places. Exactement. Alors le partenariat avec Renault, il est essentiellement technique, hein, puisque donc nous allons partager la même plateforme technique entre la Twingo et la nouvelle 4x4. En revanche, d'un point de vue design, équipement, on est bien sur 2 véhicules qui sont totalement différents.
D'accord. Est-ce que la Forfort, on imagine effectivement qu'elle va être plus grande que la Fortwo, mais est-ce que la Fortwo va conserver ses proportions? Est-ce qu'elle va encore grandir ou est-ce qu'elle va rétrécir? On a une idée déjà? Aujourd'hui, la Fortwo plaît et on l'achète justement parce qu'elle a une taille extrêmement compacte et qu'elle permet de se garer facilement en ville. Donc il n'y a pas de raison qu'on change ce qui plaît à nos clients. Voilà, on voit c'est ce qu'on appelle ces mulets roulés dans le cadre de Winter Test. Ce sont des tests qui sont faits un peu partout dans le monde et donc dans des conditions aussi bien hivernales que caniculaires. Là c'était l'hiver. On va les voir arriver quand, ces voitures? Alors les voitures seront présentées cet été et elles arriveront en fin d'année. En fin d'année 2014 en concession. On devrait les voir au salon de l'auto donc cette année. On peut l'imaginer effectivement. On peut l'imaginer. Très bien. Vous avez présenté à Francfort un show-car, le ForJoy. J'imagine que c'est pas ce que sera la Forfort, mais c'est quoi l'idée de ce show-car? Ça laisse inaugurer quoi? Envisager quoi? Alors, effectivement, le ForJoy est on va dire une étude stylistique qui permet, vu qu'on est à maintenant, qui a été présenté à 1 an du lancement des nouveaux modèles, qui peut laisser envisager, imaginer le design futur des Smart. Et bien évidemment, c'est un concept car qui est entièrement électrique. J'aime bien le nom, ForJoy. Voilà, Driss, autre chose sur Smart? Non, mais on parlait d'artistes, etc. Et ça m'a fait penser à une Smart que j'ai vue, qu'on n'a peut-être pas vue en France. C'est dommage, j'ai pas les images, je pourrais peut-être les poster sur le site. C'était la version qui avait été développée par Jeremy Scott avec des ailes. Avec les ailes, oui. C'est effectivement, pour souligner le côté artistique, c'est intéressant. Elle était assez impressionnante, donc pour ceux que ça intéresse, on mettra les images sur le site. Elle qui avait été montrée à Los Angeles. C'était à LA en décembre 2012. 2012. Ouais. Non, j'avais un an de retard. Voilà, écoutez, Séverine et Aline, vous restez avec nous. On va parler d'un tout autre sujet maintenant. On va rester dans un petit véhicule, puisque on va parler de véhicules à 3 roues. On marque une courte pause et on en parle avec Driss. Alors Driss, Can-Am, c'est une marque dont on a parlé assez récemment dans le garage. C'était, je crois, en fin d'année dernière, à l'occasion du salon de la moto. Oui. Et alors, ça faisait pas l'unanimité parce que les motards trouvaient que c'était pas des motos, les automobilistes que c'était pas des voitures. C'est quoi exactement? Puisque maintenant, tu en as pris le guidon ou le volant, je sais pas comment on doit dire. Le guidon. Donc, on reste dans un véhicule compact, parce que c'est pour une ou deux personnes, justement, 2 personnes au maximum. Effectivement, c'est pas une moto parce qu'on a 3 roues, donc 2 à l'avant, 1 à l'arrière, et 2 roues à l'avant qui sont très espacées, de sorte qu'on ne puisse, on ne peut pas remonter les fils. Les motards sont critiquent surtout le fait qu'on ne puisse pas prendre d'angle et qu'il y a énormément d'assistance. Pour ce qui est de la voiture, c'est pas non plus une voiture, étant donné qu'on n'a pas d'habitacle. Donc on subit les éléments, si je puis dire. Donc quand il pleut, etc. Vous êtes. Alors voilà l'engin. Je me souviens qu'à l'époque, quand on en avait parlé, certains avaient évoqué une grenouille. C'est vrai que c'est un design. J'y avais pas pensé. Un peu batracien. Donc voilà. Là, donc cette version, c'est la version RT. C'est donc la Can-Am Spyder RT. C'est un véhicule qui est destiné au tourisme et à la balade. Qu'est-ce qu'il y a de neuf, tu vas me demander? Exactement. Alors parce que c'est une évolution d'un véhicule qui existe déjà. Oui, exactement. Donc bon, il y a eu le design qui a été retouché d'une part, mais c'est surtout le moteur qui évolue. Ah oui, alors là, j'ai entendu parler d'un moteur à 3 temps. Alors c'est un tricylindre. Oui, un tricylindre. Oui, parce que 3 temps, je me disais, voilà, il y a eu une petite mésentente, mais je ne connaissais pas. Non, donc c'est un tricylindre. L'intérêt, c'est qu'on gagne en couple. Donc Can-Am nous annonce 40% de plus à bas régime. Donc à quoi ça sert? Ça permet d'avoir une conduite beaucoup plus simple. La cylindrée augmente également. On passe elle baisse, pardon.
On parle de 1330 chevaux. Je vais y arriver. Centimètres cubes à 990. Non, c'est l'inverse. Hein, voilà. Vous l'aurez compris. Donc on passe de 990 à 1360. J'ai du mal moi ce matin. Je suis pas du matin, vous le savez. Et donc on a 115 chevaux. L'autre intérêt, c'est également la consommation qui a été revue à la baisse. Ça, c'était une grosse critique au niveau du Spider précédemment. C'est que c'était une machine relativement gourmande. Donc c'est le contraire de la voiture. On fait du upsizing, mais on consomme moins. On consomme moins, on fait le contraire dans les voitures. Hein. Donc là, en l'occurrence, si je dis une bêtise, mais là, en l'occurrence, on nous annonce jusqu'à 400 km/h avec un seul plein. 400 km/h. Décidément, Driss est très fatigué. 400 km d'autonomie. 400 km, donc avec un seul plein à une vitesse constante de 100 km/h. Voilà. 100 km/h, j'imagine que ça peut rouler un peu plus vite quand même. Oui, bien entendu, ça sont les valeurs annoncées par le constructeur. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que précédemment, de 406 km, et pas km/h, on avait environ 250 km d'autonomie précédemment. Effectivement. Donc là, le moteur permet d'avoir donc toujours un côté pratique, une aisance au niveau de la conduite et une consommation qui est réduite. Et troisième nouveauté, c'est la transmission qui passe de 5 à 6 rapports. Alors, la transmission, c'est quoi? C'est une boîte automatique? Il faut passer les vitesses? Comment ça se passe? Alors, on a les deux. On a une boîte automatique ou vous avez une boîte semi-automatique. C'est-à-dire que vous montez les rapports à la main et ils redescendent automatiquement. C'est très simple d'accès. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut préciser. C'est-à-dire que Séverine et Aline peuvent conduire ce véhicule sans problème? Justement, oui. Vous faites de la moto ou pas? Pas du tout. Et donc, c'est une voiture, voilà, une voiture, déformation. C'est un engin qu'on peut conduire même si on n'est pas motard. Alors voilà, étant donné qu'on a ces deux roues très espacées à l'avant, c'est un véhicule qui est accessible avec un permis B, moyennant la formation de 7 heures. C'est la même formation que celle que vous devez passer pour conduire un scooter. Là où c'est beaucoup plus simple, hein, certaines personnes n'ont pas forcément le sens de l'équilibre, ont du mal. Bon, là, vous n'avez pas à vous poser la question. Le véhicule est assis sur ses 3 roues, on s'installe confortablement au guidon et on y va. Il faut juste ne pas avoir peur, hein, tout simplement. Parce qu'on avait des femmes qui étaient présentes lors de l'essai. Il y a toujours ce petit moment d'appréhension parce que c'est quand même un gros véhicule, c'est assez impressionnant. Ça pèse son poids, 459 kg. Pour autant, une fois que vous mettez au guidon, ça va tout seul. Donc, on porte un casque On porte un casque étant donné qu'on est à l'extérieur. Donc ça, c'est un des critères qui a été mis en avant par Can-Am qui nous disait qu'ils ont réalisé une enquête. Et ce que recherchaient les clients, c'était ce sentiment de liberté. Mais il y avait toujours cette peur de tomber, d'être heurté, etc. Donc c'est le genre de véhicule qui est censé répondre à ces questions-là. Mais étant donné qu'on est à l'extérieur et qu'on n'a pas de ceinture de sécurité, il faut porter un casque. On monte à combien dessus? On est seul, on est 2, on est 3? Alors, c'est un véhicule qui est homologué pour 2 personnes. Donc on monte à 2. Voilà, on monte à 2. Bon, après, il y a des pays, hein, vous allez en Chine, vous allez en retrouver 4 hein, sur ce type de véhicule, mais en l'occurrence, pour tout ce qui est en France, ce sera pour 2. Ouais. Alors là, on a parlé de la version RT. Il y a une déclinaison plus sportive. Alors attends, on va rester sur la RT quand même, parce qu'il y a quand même 2-3 choses à dire. Ah, vas-y, dis-moi. RT, c'est donc version touring, c'est tout confort. Donc je ne sais pas si on peut avoir les images là. Au niveau de l'équipement, c'est vraiment le summum de ce qu'on peut avoir sur ce type de véhicule. Vous avez tout. Vous avez le cruise control, le régulateur de vitesse, pardon. Vous avez donc un freinage qui est couplé entre les roues avant et les roues arrière. C'est ce que vous voyez là, donc des pédales qui sont confortables, la bulle également qui est motorisée, ce qui vous permet de la baisser, de la monter ou de la baisser pour éviter d'avoir du... La bulle, c'est le pare-brise. Hein. Le pare-brise, oui, voilà. Donc voilà, on peut le voir, là, on le monte ou on le descend. Donc c'est vraiment des options à foison. Vous avez également la radio. Donc là, ce que vous voyez, ce sont les sièges chauffants et la suspension. On peut régler ce que je vois, les boutons, la suspension est variable. La suspension est variable. Donc là, on ne le voit pas trop sur ces images, il faudrait les passer en accéléré. Mais en fait, donc le véhicule monte ou descend en fonction du réglage sur lequel qu'on aura choisi. Donc au niveau du tableau de bord, vous avez tout un tas d'options. Vous contrôlez tout au niveau de ce commodo.
Donc il est bien chargé, hein, étant donné qu'il y a la radio, oui, etc. Oui. Bon, finalement, on se rassure, ça va très très vite. Là, c'est le régulateur de vitesse. On arrive à prendre en main tout ça très rapidement. On a parlé du poids, 459 kg, donc il y a quand même une marche arrière, parce que c'est pas évident non plus de stationner avec un véhicule comme ça si on n'a pas la marche arrière. Donc on garde ça en créneau comme une voiture finalement? Non, on garde ça en marche avant, oui, ou en créneau. Pour le coup, on peut se garer un peu comme on veut. Et le passager arrière, il n'a pas été oublié, parce que lui aussi a ses 2 haut-parleurs. Là, c'est ce qu'on est en train de voir à l'image. Il a les poignées chauffantes et il a également le contrôle du volume de la radio. Et on est très très bien installé, limite trop bien, je dirais. Quand vous êtes en train de... Non, quand même pas. Faut pas aller jusque là, mais c'est vrai que c'est à la cool, quoi. C'est le véhicule pour la balade. C'est surtout ça qu'il faut rappeler. C'est pas le véhicule qu'on va aller prendre comme ce matin sur le périphérique parisien. Dans les embouteillages, non, vous prenez ça le week-end, vous allez dans la vallée de Chevreuse et voilà. Alors là, par contre, c'est vraiment très sympa. J'ai vu que c'est un guidon, hein, c'est pas un volant. Donc on accélère avec une poignée et non pas avec des pédales. Les pédales, c'est uniquement le freinage, c'est ça? Alors on a uniquement, pour la version automatique, on a uniquement une pédale à droite qui est pour le freinage. Donc là aussi, voilà, c'est comme un moto, hein, sauf que le freinage est couplé. Et si vous prenez la version, il y a quand même une version manuelle, vous avez l'embrayage sur la gauche comme sur une moto. Donc la première en bas et les autres vitesses, vous remontez. C'est vraiment très très simple à prendre en main. Je vous recommande, hein, si vous voulez, aller essayer. Et l'autre intérêt, c'est aussi tout ce qui est rangement. Vous avez énormément de rangement. Je cherche le chiffre, 155 litres. Donc vous pouvez ranger vos casques. C'est un petit peu moins qu'une Smart. Hein. On est à combien d'ailleurs sur une Smart? On est à 220 litres. Ouais, 220 litres. Voilà, bon, là c'est plus qu'une moto. Alors voilà, on va prendre le problème différemment. Et comme tu le disais, il y a une deuxième version qui est la version RS Sport. Alors la RT, dont on a parlé, elle est accessible à partir de quel prix? C'est un peu plus cher qu'une Smart, pour le coup. Elle est accessible à partir de 23 499 € en boîte mécanique. Donc ça mesure combien en longueur? C'est une colle, c'est long. C'est long. C'est long. Ouais, alors donc c'est plus cher qu'une Smart, ça n'a pas de toit. Non, mais tu es libre, tu as presque les cheveux au vent si tu n'avais pas le casque. La Smart est proposée en cabriolet. Hein. Oui, voilà. Et donc là on voit l'écran, la version RSS qui elle est plus sportive. Donc on a pu s'amuser avec sur un circuit. Bon, ça a un look quand même. Faut dire, quand vous passez dans la rue avec ce genre de machine là, on peut pas dire que ce soit le genre de véhicule recommandé aux personnes qui veulent passer inaperçues. Donc là on est une position un peu plus vers l'avant, c'est plus sportif. Alors d'accord, c'est sportif, on est penché vers l'avant, est-ce que c'est réellement capable de prestations sportives? Voilà. Bon. Est-ce que on se fait vraiment plaisir avec ou... Alors on s'amuse, il faut reconnaître qu'on s'amuse. Bon, nous qui sommes un peu des fous furieux sur un circuit, on s'est vraiment lâché. Ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a énormément d'assistance. Donc pour essayer de retourner la machine, on peut vraiment attaquer. Sur circuit, on peut aller à la limite, hein, si je puis dire, de ses capacités sur circuit. Là, c'est ce que reprochent les motards, hein, c'est qu'on peut pas prendre d'angle. Voilà, on prend pas d'angle. Dirait notre confrère Vincent Beaucousin, qu'on retrouve assez régulièrement sur cette antenne dans le garage. Ça penche pas. Ça prend pas d'angle et il y a aussi énormément d'assistance qui interviennent à tout moment. Hein. Vous avez donc on a l'ABS, on a le contrôle de traction, qu'est-ce qu'on a d'autre, le système de stabilisation, enfin vous avez tout un tas de systèmes électroniques qui sont là parce que c'est un des critères, hein, c'est comme ça qu'on vend le véhicule, hein, que le constructeur vous l'annonce, vous dit c'est quand même un véhicule très sécurisant et on s'en est rendu compte sur circuit. Par moment, tu sentais qu'il y avait des coupures. C'était limite à ce moment-là où tu te disais ah bah tiens, là ça coupe, ça va pas passer. Donc c'est vrai qu'on peut pas non plus aller aussi vite qu'avec une moto. Mais bon, faut garder à l'esprit ce côté joueur. Voilà, nous on s'est bien amusé en tout cas avec. Les performances avancées par le constructeur on imagine un circuit, on imagine une longue ligne droite. On arrive à combien? De mémoire, bon, je t'avoue que je regarde pas non plus mon compteur de vitesse quand je suis sur un circuit parce que j'ai plus tendance à regarder la piste et le prochain virage. On
ça va vite quand même. Ça va vite. On était à plus de, je veux pas te dire de bêtises parce qu'on a fait l'essai il y a pas mal de temps, mais t'es à plus de 150 km/h. Donc autant te dire que sur autoroute, tu as de quoi faire sauter ton permis, donc si tu en avais envie. C'est quelque chose qui vous intéresserait, ce genre d'engin, vous qui n'êtes pas motarde? Pour un week-end, je pense que ça peut être très, très sympa, effectivement. Après, moi, j'ai aussi une petite appréhension sur ce genre d'engin. On ira faire un tour. Aline? Je préfère avoir un habitacle aussi autour de moi. Mais bon, je pense que c'est plus sécurisant, effectivement, qu'une moto. Le côté fun... Oui, voilà, tout est dit. Il faut s'y essayer. En l'occurrence, une confrère qui était sur l'essai a eu les mêmes appréhensions. Et finalement, moi, j'étais sur le RT avec elle et j'étais même derrière. Donc, j'étais en confiance, pour vous dire. J'étais en passager. Cette version RSS, c'est ça, c'est RSS? Oui, RSS. À combien elle est proposée? C'est à partir de 18 000 €. À partir de 18 000 €. Donc elle est moins chère que la RT? C'est moins cher, il y a moins d'options. Donc forcément, le véhicule est positionné à un prix plus intéressant. Et alors, tu parles d'options. Est-ce que c'est comme une voiture, on peut rajouter... Qu'est-ce qu'on peut rajouter comme équipement sur ce genre de choses? Des poignées chauffantes, des sièges? Par exemple, le régulateur de vitesse. Après, il y a tout un tas d'options d'habillage. La radio, la machine à café, j'en passais des meilleurs. Si on veut l'acheter, il y a un circuit de distribution. Il y a un circuit de distribution, donc il y a des distributeurs un peu partout en France. Bon, c'est pas le même réseau de distribution forcément qu'un grand constructeur, c'est beaucoup plus modeste. Mais voilà, vous avez des concessions qui vous proposent les véhicules avec des essais également. Et... J'imagine qu'on peut retrouver son distributeur sur Internet. Alors il faut aller chez BRP ou il faut chercher Can-Am? Non, vous faites une recherche Can-Am, CAN-AM, et vous trouverez toutes les informations sur le site. Donc Can-Am, Spider, RT et RSS. On va rester dans l'actualité, Driss, parce que une association d'usagers de la route appelle à manifester les 12 et 13 avril prochains. Alors je dis qu'on reste dans l'actualité, également dans la moto, parce que les associations de motards sont assez en pointe sur cette question. De quoi parle-t-on exactement? Alors on parle d'un projet qui est d'abaisser une fois encore la vitesse maximum. Cette fois, donc, il y a eu une baisse de la vitesse sur le périphérique parisien qui est passé de 80 à 70 km/h avec, pour l'anecdote, des pics de pollution actuellement, alors que c'était la raison principale avancée pour cette baisse de la vitesse maximum. Donc là, maintenant, l'idée, c'est de baisser la vitesse sur le réseau secondaire de 90 à 80 km/h. Donc, toujours dans un objectif qui, pour le coup, est louable, d'atteindre l'objectif de moins de 2000 tués sur les routes d'ici à 2020. Au passage, on aime souvent dire qu'il y a plus d'accidents domestiques que sur les routes, mais bon, là n'est pas la question. Le problème étant que donc cette mesure, il y a un projet d'expérimentation qui est en cours, projet d'expérimentation qui a été validé par des sages. La rumeur voudrait que d'expérimentation se soit appliquée donc, sur tout le territoire. Donc là, aujourd'hui, on va avoir 39 départements pilotes. D'accord. Donc alors, cette expérimentation qui avait été validée dans l'idée par l'ancien ministre de l'Intérieur, qui aujourd'hui est Premier ministre, Manuel Valls, on va voir quelle orientation elle prend. C'est un peu ça? C'est exactement ça. Donc là, aujourd'hui, les associations s'élèvent encore une fois contre ce schéma totalement répressif, sachant qu'il dit abaissement des limitations de vitesse, dit radar et sanctions. Donc là, il y a la Ligue de défense des conducteurs qui a lancé une pétition sur Internet, qui a lancé une pétition tout court, qui a quand même ramené plus d'1 million de signatures. Donc c'est pas rien. C'est pas rien. 1 million de signatures, ça va être le mot de la fin. Aline Séverine, merci d'avoir été avec nous. Je vous rappelle que vous nous retrouvez sur iTunes pour les podcasts, le replay sur watch.tv. Vous nous suivez sur les réseaux sociaux, @leGarageWatch pour le compte Twitter, le hashtag #LeGarageTV. Nous on se retrouve dans 15 jours.
Oui, avec plein de nouvelles choses. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.